Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Victoire au sprint et dans la purée de poids pour Andy Schleck dans la 17e étape du Tour de France. Le Luxembourgeois est venu à bout du col du Tourmalet et de son duel du jour avec Alberto Contador. Résumé de l'étape dans un instant. Comment vivent les gens du voyage? Comment sont-ils accueillis dans les communes? C'est ce que nous avons voulu savoir quelques jours après la mort de Luigi, abattu par un policier, et les violences qui ont suivi dans le Loir-et-Cher. La fin de 3 jours de débat à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée sur les retraites. Ils reprendront en septembre avec pour sujet central de désaccord la pénibilité et l'incapacité. Nous verrons concrètement ce que ça veut dire et comment elles se calculent. Enfin, c'est le plus gros festival méditerranéen, les Voix du Gaou. C'est jusqu'au 29 juillet au large de Sifour-les-Plages dans le Var. Et cette année, c'est une vedette incontournable de ce festival, le très populaire Christophe Maé. Il a imposé un rythme très rapide dans le sprint final. Andy Schleck a donc remporté aujourd'hui la 17e étape du Tour de France au sommet du Tourmalet, vainqueur du même coup du duel qui l'oppose au tenant du titre, Alberto Contador. Pour autant, l'Espagnol, toujours en jaune, l'affirme, rien n'est encore joué. Les deux coureurs devraient nous tenir en haleine jusqu'aux Champs-Élysées. Julien Benedetto, David Dameda. Unis dans la légende du Tour, accolade royale complice entre deux géants du cyclisme que le Tourmalet n'a pas réussi à départager. À Contador, le maillot jaune et sans doute la victoire finale. À Schleck, le prestige d'une victoire d'étape inoubliable. J'avais dans la tête de reprendre le maillot jaune, mais c'est pas possible pour moi aujourd'hui. C'est pas possible de lâcher Alberto. Il est resté dans ma roue et j'ai essayé. C'est un jour important, mais rien n'est fait. Il peut encore se passer des choses, comme une chute. Et il reste le contre-la-montre qui sera décisif. Presque un voyage sur la Lune. Plongé dans le brouillard, le col du Tourmalet est un théâtre d'ombres impatientes. Il sera difficile d'apercevoir les deux coureurs. C'est dur. Comme promis, Andy Schleck attaque à 10 km de l'arrivée. Malgré un train d'enfer, il ne parvient pas à distancer le maillot jaune. Le Tourmalet est espagnol. Les fans de Contador comprennent que leur héros ne lâchera pas l'habit de lumière. Voici sans doute l'image du Tour. D'un regard noir et appuyé, le Luxembourgeois défie son rival qui contre-attaque. Mais les deux hommes doivent se rendre à l'évidence. Ils sont au même niveau. Au sommet, Contador ne dispute pas le sprint. Schleck lève les bras. Un peu plus tard, au tour du président de la République, Lance Armstrong rend hommage aux deux champions. Comme c'est comme ça. Ils sont jeunes, ce sont de grands compétiteurs, très complets. Ils sont forts sur tous les terrains. Ils vont régner sur le Tour pendant de nombreuses années. Ce soir, le Madrilène ne compte toujours que 8 petites secondes d'avance sur son dauphin. Mais il est supérieur dans l'épreuve du contre-la-montre prévue samedi. Le Pistolero est tout près d'un 3e sacre dans la grande boucle. Et en direct de la ligne d'arrivée du Tourmalet, on retrouve l'ancien champion Laurent Jalabert, notre consultant. Bonsoir Laurent. Alors Contador est assez confiant, pour autant, est-ce qu'il a déjà gagné le Tour? Non, je crois qu'il ne faut pas se précipiter. C'est clair qu'il a fait un grand pas en avant. Avec 8 secondes d'avance, on connaît ses qualités de rouleur contre la montre. Il se pourrait qu'il soit le vainqueur de ce Tour. Mais 8 secondes, c'est pas grand-chose. Et Contador a quand même déçu souvent cette année dans les contre-la-montre. Dernièrement sur le Critérium du Dauphiné où il a perdu avec 1 minute 50 de retard sur Brajkovic. Un résultat médiocre. Donc il n'est pas en confiance Contador dans cette discipline. Et à l'inverse, Schleck, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Il surprend sur ce Tour de France. Il semble très fort. Et rien n'est perdu parce qu'il n'a pas abdiqué, le coureur luxembourgeois. L'autre événement du jour, Laurent, c'est la confirmation que le Français Anthony Charteau est le meilleur grimpeur. Oui, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Anthony Charteau n'a pas tremblé. Il a conservé son maillot blanc à Port-Rouge. Il ne pourra plus être battu dans ce classement maintenant puisqu'il n'y a plus de Grand Prix de la montagne à disputer d'ici Paris. Donc c'est un beau résultat déjà. On est assuré d'avoir un Français sur le podium à Paris avec une tunique de prestige qui a été rudement acquise. Il a dû se glisser à plusieurs reprises dans des échappées. Et d'ailleurs, avec lui, c'est tous les Français que je félicite parce qu'ils ont fait un Tour de France très brillant. Avec 6 victoires d'étape, c'est un bon score. Merci beaucoup, Laurent Jalabert. Alors, on vous a aperçu vers 17h45 aux côtés du président de la République, grand amateur du Tour, cycliste lui-même. Le chef de l'État a salué toutes les stars du Tour, à commencer par son idole et ami Lance Armstrong. Et puis Nicolas Sarkozy s'est substitué aux journalistes le temps d'une question au maillot jaune et tenant du titre Alberto Contador.
En tant que président français, j'ai quelque chose à demander à Alberto Contador. Comment se fait-il que l'Espagne a tant de satisfaction avec ses sportifs? Le football, le cyclisme. Bon, au tennis, l'équipe de France a été fantastique. On vous a battu, on vous a battu. Mais quel est le secret de l'Espagne pour le sport? Voilà, évidemment, le Tour de France, c'est un événement France Télévisions à suivre en direct tous les jours. Après les violences perpétrées à Saint-Aignan et ses environs, un mineur de 17 ans a été mis en examen pour dégradation, remis en liberté sous contrôle judiciaire cet après-midi. 3 adultes ont été jugés en comparution immédiate et par ailleurs, le conducteur qui accompagnait Luigi, le jeune homme tué par un gendarme, s'est livré à la police pour donner sa version des faits. Le point avec Sophie Rodier. Après 5 jours de cavale, il s'est livré de lui-même à la justice pour témoigner. Michel Duquenet, le conducteur de la voiture où se trouvait Luigi, le jeune gitan tué par balle vendredi dernier lors d'un contrôle de gendarmerie. Il tenait, dit-il, à donner sa version des faits. Quand tu me forces d'arrêter, j'arrête. Pourquoi il me tire dessus? Quand on tire côté passager dans le carreau, pour moi, excusez-moi, hein. Qu'on me dise pas que c'est accidentellement, c'est pas possible. Hein. 2 coups, ils ont voulu tuer les 2, pour moi, c'est tout, c'est simple. La mort de Luigi Duquenet avait provoqué la colère de la communauté gitane du Loir-et-Cher. Scène d'émeute dans les rues de Saint-Aignan. 2 mairies incendiées, un bar-tabac attaqué à la voiture bélier. Cet après-midi, 3 personnes étaient jugées en comparution immédiate. L'une a été relaxée, les 2 autres ont été condamnées. 4 mois de prison avec sursis et 10 mois fermes. C'est à la suite de ces événements que Nicolas Sarkozy a décidé la tenue d'une réunion exceptionnelle la semaine prochaine sur les problèmes, dit-il, que posent les comportements de certains parmi les gens du voyage et les Roms. La déclaration de Sarkozy par rapport aux gens du voyage en France, c'est qu'il y a un amalgame entre les gens qui viennent de l'Est, les Roms, et les gens du voyage qui sont français depuis X générations. Ce soir à Saint-Aignan, la famille de Luigi Duquenet appelle au calme. Une double enquête est toujours en cours pour établir les circonstances précises de sa mort. Et c'est à la suite de ces violences que Nicolas Sarkozy a annoncé la tenue le 28 juillet d'une réunion sur la situation des gens du voyage dans chaque département et même envisagé des expulsions. Il faut savoir que chaque commune de plus de 5000 habitants est tenue d'aménager une aire d'accueil. Alors nous avons voulu comprendre pourquoi certaines familles choisissent malgré tout des aires sauvages et quel accueil leur réservent les populations. 2 exemples avec Christophe Pétraud et Sylvain Daubat. Depuis ce quai, la vue sur Sète est imprenable. Une centaine de Roms s'y est installée pour l'été. Des familles tolérées par la mairie même si le campement est illégal. Le patriarche est respecté, il nous explique qu'ils sont souvent rejetés. Quand ils nous voient y arriver, tout de suite ils disent oh, qui sont ces gens-là, d'où viennent et qu'est-ce qu'ils font? Ce type de campement est dans le collimateur du gouvernement. À quelques kilomètres, l'aire d'accueil officielle est déjà occupée. Et de toute façon, les gens du voyage ne sont pas toujours prêts à cohabiter avec d'autres familles. Il y a la coutume, il y a la mentalité aussi qui est différente après. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes des gens grands. Le long de la voie rapide, une aire d'accueil réglementaire à Montpellier. Les communes de plus de 5000 habitants devraient toutes en être dotées. C'est loin d'être le cas. On devait ouvrir une quarantaine d'aires et on n'en a ouvert qu'une dizaine. Mais il y en a 15 autres qui sont en cours de préparation, mais qui sont gênés, ralentis par des recours. Ces espaces sont équipés de sanitaires, d'eau et d'électricité. Les gens du voyage doivent payer 7 € par jour et par caravane et peuvent y rester 4 mois. Cette aire est gérée par une société dont le règlement intérieur est de plus en plus strict. Pourquoi aujourd'hui on nous demande tout ça, les numéros de châssis des caravanes? Ça va plus. On a fait des places spécialement pour nous. Pourquoi aujourd'hui on nous crée des problèmes comme ça? C'est pas normal. Les 2 tiers des gens du voyage en France sont toujours nomades. Artisans, saisonniers ou commerçants, ils se déplacent souvent à la recherche d'un travail. Chaque fois se pose à nouveau la question de l'emplacement où s'établir. Et après les violences de Grenoble le week-end dernier, Nicolas Sarkozy nomme un policier préfet de l'Isère, comme il l'avait fait en Seine-Saint-Denis avec Christian Lambert, ancien chef du RAID. À 2 ans de la présidentielle, il retrouve ses réflexes d'ancien ministre de l'Intérieur. L'opposition dénonce l'échec de ces méthodes pour lutter contre la délinquance. Loïc Delamornay avec notre bureau à Lyon. La nomination d'un nouveau préfet avait peut-être pour but de rassurer les habitants après 3 nuits d'émeutes. Peine perdue aujourd'hui chez une grande majorité de Grenoblois, c'est l'incompréhension qui domine. Idiot, complètement idiot.
inadapté en plus. Je pense que s'ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant, c'est qu'ils étaient dépassés par les événements et ils resteront dépassés même maintenant. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que le préfet fera de plus? C'est donc cet homme, Éric Le Doiron, que Nicolas Sarkozy a choisi comme nouveau préfet de l'Isère. Un ancien policier comme Christian Lambert, nommé en avril en Seine-Saint-Denis. La mode semble être aux policiers plutôt qu'aux énarques, mais l'expérience d'un brillant commissaire est-elle forcément suffisante pour cette fonction? Le changement du préfet non accompagné de signes forts et de moyens humains et matériels n'apportera pas grand-chose. La sécurité, c'est un des piliers de la cohésion sociale. Il faut intervenir dans l'emploi, dans l'insertion, dans le social, dans tous les secteurs d'activité qui sont ceux de nos territoires. Et pour cela, nous avons besoin d'un préfet complet. Ce n'est pas la première fois qu'un préfet ou un haut fonctionnaire subit la colère présidentielle. L'an dernier, le préfet de la Manche et son directeur de la police avaient été démis de leurs fonctions pour n'avoir pas suffisamment contenu des débordements en marge d'une visite de Nicolas Sarkozy à Saint-Lô. Même punition pour le chef de la police en Corse en 2008, coupable de n'avoir pas suffisamment protégé la maison de Christian Clavier, acteur et ami du président, investi par des nationalistes. De son côté, l'UMP banalise ces décisions. Ça fait partie de la vie de la République. Et d'ailleurs, c'est arrivé à la gauche de changer des préfets. Et donc c'est parfaitement normal. Ces sanctions ne sont pas si rares. À Saint-Lô déjà, en 1980, Valéry Giscard d'Estaing avait limogé le préfet et le patron de la gendarmerie après avoir reçu lors d'une visite quelques pommes d'agriculteurs en colère. L'homme de 27 ans qui a reconnu avoir fauché un gendarme à Tellu lundi alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants a été mis en examen aujourd'hui pour tentative d'homicide volontaire. 2 autres hommes ont également été présentés au juge pour destruction de preuves. Le conducteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'adjudant de 49 ans est lui toujours dans le coma. Une lueur d'espoir pour Florence Cassé. On vient d'apprendre l'existence d'une enquête de la police des polices mexicaine sur les conditions controversées de son arrestation en 2005. Enquête diligentée dès l'année suivante. La Française purge actuellement une peine de 60 ans de prison pour enlèvement. Elle a toujours clamé son innocence. 4 militaires, dont un colonel, renvoyés devant les assises pour le meurtre de Firmin Mahé. Rappelez-vous, cet Ivoirien mort étouffé dans un blindé français en Côte d'Ivoire en 2005. Le général Henri Poncet, commandant de la force Licorne à l'époque, avait été mis en examen pour homicide volontaire. Il bénéficie aujourd'hui d'un non-lieu. Gérard Grisbeck, Yann Moine. C'est sur cette piste de Côte d'Ivoire que débute le drame. C'était il y a 5 ans, le 13 mai 2005. L'armée française tente d'arrêter cet homme, Firmin Mahé, présenté comme un bandit, un coupeur de route. Ce que conteste sa compagne qui se trouvait alors à ses côtés. Il n'avait rien, pas même un couteau. Mais quand l'officier a dit embarquez-le, Mahé a pris peur et il s'est sauvé en courant. Les soldats français lui tirent dessus, le blessent à la jambe et le conduisent à l'hôpital de Bangolo. Là, leur patron, le général Poncet, donne l'ordre de le transférer vers la ville de Man. Le drame se noue sur cette route. Firmin Mahé n'arrivera pas vivant à destination. Les soldats l'ont tué, asphyxié avec un sac en plastique. Aujourd'hui, ils mettent en cause leur chef, le général Poncet, qui leur aurait dit rouler lentement, vous me comprenez. Ils en déduisent qu'il doit mourir. Le général Poncet, ici, avec le béret rouge, a toujours nié avoir dit cela. Il vient d'être blanchi par le juge militaire, mais les 4 soldats, dont un colonel, sont renvoyés aux assises. Je crois qu'il aurait été souhaitable que tout le monde comparaisse devant cette cour d'assises, afin que tout le monde puisse en répondre, que les questions soient claires, que les réponses le soient tout autant, et qu'ensuite la justice fasse le tri dans les responsabilités. Le général Poncet ne sera donc pas dans le box des accusés, il sera juste cité comme témoin. L'homme est aujourd'hui à la retraite. Le sud de la Chine touché par un nouveau typhon, le 2e en moins d'une semaine. Regardez ces images impressionnantes. Après des semaines de pluie torrentielle, les régions du sud et du centre subissent inondations et glissements de terrain. Les intempéries ont fait plus de 700 morts depuis le début de l'année. Et puis 435 km² de pétrole. La Chine fait face dans le même temps, mais pas dans la même zone, à une marée noire de grande ampleur. De nombreuses plages du nord-est et une île touristique ont été fermées au public. Des dizaines de bateaux et de soldats participent aux opérations de nettoyage. Pascal Golomer, Gaël Caron. Les médias officiels chinois ne se lassent pas de montrer comment les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie des 2 oléoducs après 15 heures d'efforts, évitant ainsi que les immenses citernes du port pétrolier de Dalian ne s'embrasent à leur tour. Mais pas un mot, pas une image ou presque sur l'ampleur de la marée noire provoquée par l'explosion.
Ce sont les militants chinois de l'association Greenpeace qui ont fourni le meilleur témoignage en quelques photos. Photo d'une épaisse nappe noire d'abord, qui vient souiller le littoral tout proche. La presse estime à 1500 tonnes la quantité de pétrole écoulée. Officiellement, aucun chiffre n'est donné. Il y a surtout ces photos terribles de la noyade d'un pompier surpris par une vague visqueuse d'hydrocarbures alors qu'il réparait une pompe à eau. La vague l'engloutira en quelques minutes. Son coéquipier, lui, parviendra à s'en sortir vivant de justesse. Pour lutter contre cette pollution, les autorités ont réquisitionné près de 800 bateaux de pêche, venus à la rescousse des quelques navires spécialisés pour absorber tant bien que mal le pétrole avec des pièces de feutrine. Cela n'a pas empêché la nappe de s'étendre sur plus de 400 km². Et les officiels qui promettaient un nettoyage en quelques jours se montrent ce soir beaucoup plus prudents. La fin du premier acte pour la réforme des retraites. Après 3 jours de débat à huis clos, la commission des affaires sociales de l'Assemblée a planché pendant 3 jours sur le texte. Le débat dans l'hémicycle reprendra début septembre. Il sera alors question du volet très controversé sur la pénibilité. Les syndicats prévoient déjà une journée de mobilisation. Pénibilité, l'un des principaux sujets de discorde, on l'a compris. La réforme prévoit le maintien du départ à 60 ans pour les salariés ayant un taux d'incapacité de 20%. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi correspond l'incapacité? Et surtout, comment la calcule-t-on? Exemple, au Mans, avec une salariée qu'ont rencontré Sophie Brune, Gabriel Garcia et Daniel Lévy. Ramasser des légumes, cela a longtemps été le métier de Marinette Renoux. Pendant 35 ans, elle accueillit des champignons dans des caves. Un travail répétitif qui l'a tellement usé qu'elle a dû arrêter. C'était toujours des gestes assez loin, revenir. Et donc c'est pour ça, à un moment donné, je ne pouvais plus. Mais bon, moi j'ai fait beaucoup de tendinite à répétition avant d'arrêter. Ça m'arrivait de mettre dans la nuit, parce que par le kiné, des blocs de glace pour repartir le lendemain matin. Elle est licenciée après 1 an d'arrêt maladie. La sécurité sociale lui attribue pour ses épaules un taux d'incapacité de 17%. Un handicap défini après examen médical. Ce barème, en fonction des déficits constatés, propose des taux d'incapacité. Et en plus de ces taux d'incapacité, nous prenons en compte aussi d'autres critères que sont l'âge et l'état général de la personne. Avec ces 17% d'incapacité, Marinette Renoux ne pourrait pas bénéficier de la réforme des retraites. Ne pourront en effet partir à 60 ans que les salariés qui ont atteint le seuil de 20%. Ce syndicaliste siège dans des instances chargées de déterminer les taux d'incapacité et pour lui, la réforme ignore de nombreuses formes de pénibilité. Si on prend l'exemple de l'ouvrier qui travaille de nuit pendant toute sa vie professionnelle, donc c'est quelqu'un qui a une espérance de vie de 7 ans de moins que les autres et pourtant il n'atteint pas les 20% d'incapacité. La pénibilité, un volet très sensible de la réforme, le gouvernement se donne encore jusqu'à la rentrée pour en discuter avec les partenaires sociaux. 562 000, c'est le nombre de Français imposables sur la fortune en 2010, avec un montant total de l'impôt déclaré cette année de 3 290 millions d'euros. L'ISF est en légère augmentation par rapport à 2009. Romain Messi, David Fossard. Les fortunes de France, toujours plus nombreuses après la crise. Selon les comptes de Bercy, il y aurait cette année 562 000 foyers redevables de l'impôt sur la fortune. Une estimation encore provisoire amenée à augmenter, mais qui s'approche déjà du record de 2008. Le montant de l'ISF dans les caisses de l'État s'élève donc pour l'heure à 3,29 milliards d'euros, soit un impôt moyen de 5 850 euros par foyer redevable. Des recettes qui augmentent, tout comme les réductions d'impôts. En plus du bouclier fiscal, la niche permettant d'investir dans une PME pour réduire son ISF séduit toujours plus de Français. Plus de 140 000 foyers bénéficient de cette défiscalisation en 2010 pour un montant total de 838 millions d'euros. C'est autant d'argent en moins pour l'État et en plus pour les petites entreprises qui s'en félicitent. Tout ce qui permet d'augmenter les financements des entreprises, c'est créateur de croissance et d'emploi, on le sait, parce que derrière, ça permet à une entreprise qui a davantage de fonds propres de grandir, de se développer. Une mesure en danger. Avec le temps de la rigueur et la réduction des déficits, la majorité UMP songe à raboter la niche fiscale sur l'ISF de 10%. À l'avenir, les grosses fortunes pourraient payer davantage d'impôts. Il est 20h18 à suivre dans votre journal. Bataille d'héritiers devant la justice française. Depuis la mort en 2001 du milliardaire Daniel Wildenstein, ses 2 fils s'opposent à la veuve de leur père.
Accepter la maladie sans se résigner et agir. Le message de Bernard Giraudot lui survit plus que jamais. Les malades du cancer parlent de lui et c'est le dossier de cette édition. 8 juillet 2011, on connaît désormais la date du mariage d'Albert de Monaco et de sa fiancée Charlène Wittstock, une union très attendue par le Gotha international. Mais d'abord, visite d'une prison modèle. Michel Alliot-Marie était à la maison d'arrêt de Nanterre cet après-midi. Inauguration du nouveau quartier Accueil, un espace réaménagé pour humaniser les premières heures de détention. C'est l'ex-homme d'affaires et ex-détenu Pierre Botton qui dirige l'expérience que la ministre de la Justice voudrait généraliser. Par ailleurs, elle a profité de cette visite pour appeler à la retenue de chacun dans le dossier Bettencourt. Des propos tenus en présence du procureur de Nanterre, Philippe Courroy, qui pilote 3 enquêtes préliminaires dans ce dossier. On écoute Michel Alliot-Marie. Ce que je veux, c'est effectivement que l'enquête se déroule dans la plus grande sérénité. Et je suis là pour cela. Ce qui veut dire que je ne laisserai personne essayer de faire des pressions sur le déroulement de ces enquêtes. Quand je dis personne, cela concerne aussi bien le gouvernement que les politiques, que les députés, que les avocats. Et je pense qu'il est indispensable pour la sérénité de la justice que chacun revienne à un peu plus de retenue. Et une autre bataille est portée devant la justice française depuis la mort en 2001 du milliardaire Daniel Wildenstein. Ses 2 fils s'opposent à la veuve de leur père, laquelle a porté plainte. Elle les accuse de dissimuler une partie de la fortune du collectionneur d'art. Une information judiciaire pour abus de confiance a été ouverte. Hakim Abdelkalek. Allez, cours plus vite! Grande amatrice de course, Sylvia Roth est la veuve d'un des plus riches marchands d'art du XXe siècle. Daniel Wildenstein, propriétaire avant sa mort en 2001 de milliers de tableaux. Au domicile du couple, défilent les maîtres de l'histoire de la peinture. J'avais Cézanne au-dessus de mon lit, Renoir en face, Monet par là. On vivait avec des tableaux magnifiques. Mais à la mort de son mari, Sylvia Roth apprend une nouvelle incroyable. Le marchand d'art est mort ruiné. C'est du moins, dit-elle, ce que lui racontent ses 2 beaux-fils, nés du premier mariage de Daniel Wildenstein. Une avocate mène alors l'enquête. Selon elle, l'héritage estimé à 4 milliards d'euros aurait été dissimulé. Elle retrouve d'abord à Genève quelques tableaux. Ces tableaux n'ont jamais été montrés au public. Et c'est des tableaux que M. Wildenstein aimait par-dessus tout. Le reste de l'héritage serait situé dans des sociétés écrans à Guernesey, aux îles Caïmans et comme ici, aux Bahamas. L'avocate prévient alors le fisc français pour signaler d'éventuelles fraudes. Elle envoie 2 courriers à Éric Woerth, alors ministre du Budget. Je lui donner les pièces déterminantes pour que son administration, ses collaborateurs puissent travailler sur le dossier. Qu'a fait l'administration fiscale? On m'a posé de nombreuses fois la question et aujourd'hui je n'ai aucune réponse de qui que ce soit. À Paris, un juge d'instruction doit aujourd'hui mener l'enquête pour savoir si les fils Wildenstein ont abusé de la confiance de leur belle-mère. Il était une star, un écrivain, un marin, mais aussi le porte-voix de milliers de malades anonymes. Bernard Giraudot, emporté samedi dernier par un cancer qu'il combattait depuis 10 ans, restera comme un modèle de courage. Il n'a jamais rien caché du mal qui était le sien et la médiatisation de son combat a brisé de nombreux tabous. Le message de Bernard Giraudot, c'est le dossier de cette édition et il est signé Nathalie Sapena, Bruno Giraudot. Elle a 38 ans et en a passé 4 à lutter contre le cancer du sein. Pour Nicole Collin, Bernard Giraudot incarnait le porte-parole de ses propres tourments, lui qui parlait d'accepter la maladie sans se résigner. Je me suis bien reconnue dans ses propos, cette rage de combattre, tous ces jours de passer, c'est des jours du dernier. Il y a beaucoup de personnes qui baissent les bras, alors que il a fait voir qu'on pouvait vivre 10 ans avec un cancer. Et c'est beau. Et c'est un espoir pour vous? Et c'est un espoir pour moi, pour beaucoup de gens aussi. 10 ans, c'est merveilleux, 10 ans. C'est super. C'est ce que je demande, 10 ans de plus. Que mes enfants soient tous grands, tous une bonne situation. Voilà, j'en demande pas plus. 10 ans, ça serait bien encore. Ouais, magnifique même. C'est la fin de sa séance de chimio et l'heure des visites. Ses neveux et sa sœur, elle aussi frappée par le cancer du sein. Vous voulez voir tata? Ben, on vient le chercher.
Une famille que les prises de parole publiques de Bernard Giraudot ont aidé à lever la chape de plomb qui pèse encore trop souvent sur cette maladie. Ma mère, elle est très souriante parce que quand elle nous a annoncé qu'elle avait le cancer, elle souriait, mais nous, on était presque en train de pleurer, à moitié en train de pleurer. Parce que j'ai voulu vous rassurer, voilà, pour rassurer les personnes, oui, voilà. C'est une maladie qui fait énormément peur, toujours. Et le fait que des gens comme Bernard Giraudot en parlent, ça aide? Ça aide, oui, ça aide. Parce qu'il y a quelques années, je pense qu'effectivement, quand on prononçait le mot cancer, c'était lié à la mort tout de suite. Maintenant, ayant vécu cette maladie, je dirais aussi qu'il peut y avoir de la joie. Il ne faut surtout pas refuser de continuer à vivre, il y a de l'espoir. Bernard Giraudot est l'une des très rares personnalités à avoir continué à se montrer publiquement, malgré les stigmates de la maladie. Sur les plateaux télévisés, sans relâche, il a cherché à démystifier le cancer. Quand j'étais jeune, j'entendais chuchoter le mot cancer, murmurer la maladie, avoir des airs compassés en parlant du cancer. Je trouvais ça absolument incroyable, honteux. À l'Institut Gustave Roussy, immense vaisseau dédié à la lutte contre le cancer, 40 000 patients se croisent chaque année. Pour beaucoup d'entre eux, la médiatisation menée par l'acteur a transformé leur rapport à la maladie. Il a combattu comme nous, et nous on est pareil, quoi. Il va vous manquer là? Oui. Oui. Et comme Bernard Giraudot, Nicole Colin et sa sœur sont bien décidées à se battre contre la maladie et contre les préjugés, grâce aux outils de la médecine, mais aussi avec leurs propres armes, le courage et l'optimisme. Voilà, Bernard Giraudot sera inhumé demain dans la plus stricte intimité. Un combat inégal, regardez cette image impressionnante. Dimanche dernier, une baleine de 10 mètres de long et de 30 tonnes s'est jetée sur un petit voilier au large du Cap en Afrique du Sud. C'est un photographe amateur qui était derrière sur un autre bateau qui a pu saisir l'image au vol. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. On les appelle les nébuleuses à cause de leur tempérament souvent sombre. 2 petites panthères femelles d'une espèce très rare sont nées au Jardin des Plantes à Paris en mai dernier. Cela vient tout juste d'être annoncé. Patty et Jaya se portent bien et vont attendre tranquillement d'avoir 5 ou 6 mois pour rejoindre un zoo européen. Florence Mavic, José Boulestex. La vie est semée d'embûches. Dès sa naissance, la panthère longibande en sait quelque chose. Devenue l'attraction du Jardin des Plantes, ces boules de fourrure appartiennent à une espèce menacée et méconnue. À l'état sauvage, on en compte à peine 10 000. En captivité, 40 spécimens sont disséminés dans les zoos européens. À Paris, pour assurer la sauvegarde de l'espèce, les soigneurs de la ménagerie sont à la fois agents matrimoniaux et conseillers conjugaux. Ce qui est exceptionnel, c'est d'arriver à avoir un couple qui va s'entendre pendant la saison des amours, et ensuite une femelle qui va pouvoir élever ses petits en présence du mâle, puisque dans la nature, ce sont les animaux qui sont solitaires, qui se rencontrent que pour la reproduction, et ensuite la femelle elle va élever seule les jeunes. Libres, ces félins peuplent les forêts tropicales du sud-est asiatique, mais leur survie est menacée par la déforestation et le braconnage dont ils sont victimes. Chouchoutés dans leur nurserie par les soigneurs, Patty et Jaya vont pouvoir grandir en paix. Leur fiançailles agite le Gotha international depuis quelques semaines. On connaît désormais la date du mariage d'Albert de Monaco et de sa fiancée, Charlène Wittstock. Ce sera le 8 juillet 2011 pour le mariage civil. La cérémonie religieuse aura lieu le lendemain. L'élu a 32 ans, 20 ans de moins que son promis. Le prince a rencontré l'ancienne nageuse sud-africaine en 2000. Et sur le rocher, tout le monde loue sa ressemblance avec Grace Kelly. C'est le plus gros festival méditerranéen. Les voies du Gaou se déroulent jusqu'au 29 juillet au large de Sifour-les-Plages dans le Var. Et cette année, c'est un voisin du Vaucluse qui est en vedette de ce festival aussi pointu qu'éclectique. Le très populaire Christophe Mahé. Reportage Stéphane Lépinois, Christophe Larocca. Christophe Mahé savoure l'instant. Une étape dans sa tournée triomphale, mais quelle étape ? Me voilà pour un soir au milieu des pins, accompagné par le chant des cigales, sur un lieu enchanteur, la presqu'île du Gaou. Il était, en tous les cas, ma musique s'y prête complètement, parce que moi quand je la compose, je pense, je me projette dans des paysages comme cela, avec les influences africaines, caraïbes, donc là, la musique prend toute son ampleur, quoi.
Sa popularité aussi a pris de l'ampleur. Ce n'est pas Starmania, mais la Maemania. Une foule impatiente piétine depuis des heures pour voir apparaître son héros. À qui tout réussit. 9000 fans ont fait le déplacement, des jeunes filles en délire, des enfants, ambiance familiale hier soir au Gaou. Il est beau et en plus il sent super bien. Sa musique, il danse trop bien. Ça danse, tu représentes. Il peut se reposer sur ses fans, ils connaissent la chanson et pas seulement le couplet. Le chanteur semble encore épaté par cette communion musicale. Le cœur en bandoulière et le corps aux objets perdus. Je préfère encore tout foutre en l'air que d'être sûr que c'est foutu. Il met le feu à chaque fois qu'il bouge sur scène, il saute de partout, il met l'ambiance à chaque fois qu'il est en live. Christophe Maé trace sa route, une voix royale, un premier album vendu à 1 700 000 exemplaires, le second dépasse déjà les 500 000. Cette nouvelle figure de la variété française se dit inspirée par Stevie Wonder et Bob Marley. Les sonorités reggae et la douceur de cette soirée d'été ont enchanté les spectateurs du Gaou. Pour qu'on ne l'oublie pas, la commune de Marcoussis a déployé une banderole en soutien à Michel Germano. Cet homme de 78 ans est retenu en otage depuis avril dernier au Niger, vraisemblablement par l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette humanitaire sans famille était partie superviser une école construite par son association. Et puis on n'oublie pas non plus évidemment nos deux confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier. Cela fait 205 jours qu'ils sont otages en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Regardez, la solitaire du Figaro qui s'élancera le 27 juillet du Havre fera aussi en sorte qu'on pense à eux. Leurs portraits orneront la grand voile du monocoque de Laurent Guézigou. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. C'est donc Andy Schleck qui a remporté aujourd'hui la 17e étape du Tour de France au sommet du Tourmalet en pleine purée de poids. Vainqueur également du duel qui l'oppose depuis plusieurs jours maintenant au tenant du titre Alberto Contador. Mais l'Espagnol toujours en jaune l'affirme, rien n'est encore joué. Suspense donc jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Laurent Romeshko à 20h35, envoyé spécial, en voyage avec les Globetrotters français, puis une enquête sur les crèmes solaires. C'est d'actualité. Demain à 13h, vous retrouverez Nathanaël de Rinxin et c'est Olivier Galzi qui vous accompagnera tout le week-end. Excellente soirée sur France 2. À lundi. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.